La cérémonie du Ballon d'Or, elle est enfin passée. On connaît désormais tout ce qui est le Ballon d'Or de la saison 2024-2025. Il s'agit naturellement d'Ousmane Dembélé qui a gagné ce trophée-là. Une très belle cérémonie d'ailleurs, du moins à son niveau particulièrement, avec sa prise de parole qui a été suffisamment poignante, marquante lorsqu'il parlait de son ami, de son agent, de sa maman qui est montée sur le podium et tout ça. Bref, une cérémonie empreinte de beaucoup d'émotions. Et la cérémonie, naturellement, a suscité beaucoup d'émotions, beaucoup de débats, comme le football sait le fait particulièrement, surtout lorsqu'il s'agit des récompenses individuelles comme celle du Ballon d'Or. Et on comprend naturellement pourquoi il y a des personnes, un peu comme le coach du PSG actuel, Luis Enrique, qui n'apprécient pas nécessairement ces récompenses individuelles-là. Quoi qu'il en soit, elle a suscité beaucoup d'émotions, beaucoup de débats, avec par exemple en Espagne, la presse catalane qui criait à l'injustice avec des polémiques un peu plus amplifiées comme les prises de parole de la famille de Lamine ou de plus précisément son père. Et en France, la presse qui célébrait naturellement tout le mérite d'Ousmane Dembélé. Bref, c'est une cérémonie qui aura créé pas mal de polémiques et pas qu'en France ou en Espagne. Ça veut dire même au sein de toute la communauté football, toutes les personnes qui suivent particulièrement le football. Hier, j'ai reçu certaines personnes à la maison et on discutait justement et on est revenu dessus. Ça a aussi créé pas mal de polémiques et je me rendais compte que la plupart des personnes en parlent sans nécessairement comprendre comment ça fonctionne. Ça veut dire si vous voyez 2, 3, 10 personnes qui parlent du ballon d'or et tu leur demandes c'est quoi les critères d'attribution du ballon d'or, généralement sur 10 personnes, vous verrez peut-être 2 qui connaissent exactement quels sont les critères d'attribution de ce ballon d'or-là. Donc j'ai jugé nécessaire de revenir dessus, de pouvoir apporter, du moins de pouvoir apporter quelques critiques dessus, quelques pistes d'amélioration pour pouvoir, que je trouve qu'on peut faire pour aujourd'hui mieux ou améliorer ce qui se fait déjà aujourd'hui, parce que quoi qu'on dise, je pense que ça reste la compétition, la remise de trophées individuels la plus plébiscitée par les joueurs aujourd'hui. Et donc, ce serait toujours intéressant d'avoir des discussions qui poussent à son amélioration continue. Donc, on va parler globalement de tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas de partager la vidéo. Qui sait, peut-être elle peut arriver au niveau du jury de France Football et que voilà, quelques recommandations que je ferai dans cette vidéo puissent leur inspirer ou puissent les pousser peut-être à revoir un certain nombre de choses. D'ailleurs, vous aussi, n'hésitez pas de me dire, vous, ce que vous pensez qu'on peut améliorer par rapport à cette compétition, par rapport à cette cérémonie de récompense individuelle aujourd'hui, qui malheureusement au fil des années est devenue plus une cérémonie de propagande. Ça veut dire on a tendance à se rendre compte que les clubs qui savent mieux faire la propagande sont les clubs qui sont généralement le mieux récompensés. Et là, je vais prendre directement un exemple. Ça veut dire, lorsque vous avez suivi, par exemple, le Barça de la saison dernière et que vous vous rendez compte que au final, le FC Barcelone, comment je vais dire ça, toute la communauté barcelonaise décide de pousser un seul nom, Lamine Yamal, Lamine Yamal, et que vous regardez l'effectif du Barça, vous regardez les prestations de l'équipe du Barça avec des joueurs comme Rafinha, avec des joueurs comme Pedri, on peut se poser des questions sur le fait que est-ce que cette cérémonie-là, est-ce que finalement ce n'est pas plutôt la propagande qui prime? Parce que au sein de moi, en tant que Catalan, en tant que supporter du FC Barcelone depuis 2007, si on regarde intrinsèquement, si tu essaies de faire une analyse froide, une analyse objective, pour moi, au sein de l'équipe du FC Barcelone, en tout cas en ce qui concernait la saison dernière, un joueur comme Rafinha, pour moi, méritait un peu plus le ballon d'or qu'un Lamine Yamal. Je sais que beaucoup de Catalans vont se verser sur moi en commentaire, tu dis quoi comme ça, mais essayez de voir les rencontres complexes qu'on a eues en Europe. Essayez de voir le joueur qui a la plupart des fois, non seulement dans ses efforts défensifs, dans la qualité des buts qu'il marquait, dans
le type de différence qu'il faisait débloquer un certain nombre de rencontres du FC Barcelone. Donc, ce qui fait que au dernier moment, la presse ou l'équipe dirigeante du FC Barcelone et toute la presse catalane a décidé de faire la propagande sur un seul nom, Lamine Yamal, peut-être pour éviter aussi un peu ce qui est arrivé au Real juste l'année d'avant avec Vinicius Junior, où voilà, la propagande ne s'est pas faite sur un seul joueur. Certains mettaient en avant Vinicius, d'autres mettaient en avant Bellingham, ce qui fait que les voix s'étant dispatchées, finalement Rodri a remporté ce trophée-là juste la saison d'avant. Donc pour dire que le ballon d'or, quoi qu'on dise aujourd'hui, ces dernières années, est devenu plus une récompense de propagande que réellement je vais dire quoi, de stats ou de récompense individuelle du travail fourni par chaque joueur. C'est que cette année, il y a eu quand même un peu moins de polémique comparé aux années antérieures. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de revenir sur tout ça, vous présenter déjà les critères de vote de ce trophée-là et ce que je trouve qu'on peut améliorer par rapport à cela. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. Donc, ce qu'il faut savoir en premier lieu en ce qui concerne cette récompense-là, c'est que le jury de France Football est le premier jury qui met la machine en marche. Je vais dire ça comme ça. Met la machine en marche en ce sens que c'est ce jury de France Football qui sélectionne d'abord les 30 nominés, parce que tout va de là. Et là, c'est le jury de France Football qui sélectionne les 30 nominés. Cette année, par exemple, il y a eu pas mal de polémiques quand même avec certains joueurs qui n'y figuraient pas et d'autres que j'estimais qu'on pouvait retirer de la liste. Et ça va davantage contribuer à élucider ce que je vais expliquer par la suite. Il y a un joueur, par exemple, comme Gravenberch, milieu de terrain de Liverpool, qui joue notamment en 6, qui la saison dernière fait une saison extraordinaire, sensationnelle à mon avis. Et je pense que lorsqu'on regarde un peu la saison passée, c'est la plus grosse injustice du fait qu'un joueur comme lui ne figure pas dans les 30 nominés. Si vous suivez le football, si vous avez suivi Liverpool la saison dernière, et même Liverpool en ce début de saison, d'ailleurs si vous regardez mes débriefs, je crois que j'en parle pratiquement à tous les matchs de Liverpool que j'ai débrief, parce que c'est un joueur qui est extraordinaire. Pas par les statistiques, mais les différences qu'il fait dans le jeu, c'est juste extraordinaire. Donc c'était un peu ça la plus grosse déception, en tout cas à mon avis, qu'un joueur comme celui-là ne figure pas dans les 30 nominés. Pour dire que c'est le jury de France Football qui, dans un premier temps, nomme les 30 nominés. Et là, la tautologie est importante pour le ballon d'or de chaque année. Donc ça, c'est la première chose à savoir, le fait que c'est ce jury qui met en marche la mécanique en nommant 30 joueurs qui sont pour eux susceptibles d'être nominés ballon d'or de cette année-là. Une fois que cette étape-là est traversée, la prochaine étape revient maintenant aux journalistes. Parce qu'il y a cela quelques années, certains joueurs votaient, certains entraîneurs votaient, mais depuis quelques années, depuis 2017, si je ne me trompe pas, c'est uniquement des journalistes qui votent. Donc, à cette époque-là, je vais dire quoi, l'équipe de France Football a établi un partenariat avec la FIFA et le partenariat permettait justement que les journalistes qui votent sont les journalistes ressortissants des 100 premiers pays qui ont le meilleur classement FIFA, c'est-à-dire les 100 équipes qui sont les mieux classées au classement FIFA. Lorsqu'on sort le classement FIFA, les 100 premières équipes, ce sont les journalistes de ces pays-là qui votent. Donc, et dans chacun de ces pays, il y a un journaliste naturellement qui vote. Et les journalistes en question, c'est généralement soit des rédacteurs en chef dans des presses, des rédacteurs en chef dans des presses qui sont spécialisés dans le football, ou alors tout simplement dans certains pays, ce ne sont pas nécessairement des rédacteurs en chef, mais juste des journalistes sportifs et des journalistes de football plus précisément. Donc, les 100 journalistes dans les 100 pays les mieux classés au classement FIFA font donc ce vote-là sur la liste des 30 nominés qui leur est proposé par l'équipe dirigeante ou par le jury de France Football. Et chacun des journalistes en question
doit faire un classement de 10 joueurs qui, pour lui, méritent le ballon d'or. Ça veut dire, sur la liste des 30 nominés qu'on lui propose, il doit choisir 10 joueurs qui, pour lui, méritent de gagner le ballon d'or, c'est-à-dire de 1 à 10 naturellement dans l'ordre de priorité. Et chacune des places a un nombre de points qui lui est attribué. Notamment, je crois, la première place, c'est 15 points. La deuxième place, c'est 12 points. La troisième place, c'est 10 points. Ainsi de suite, jusqu'à la 10e place qui vaut 1 point. Donc, c'est ce critère d'évaluation-là. Chacun des 100 journalistes fait ce classement-là des 10 joueurs qui, pour lui, méritent le ballon d'or. Et à la fin, donc, on cumule les points de chacun et celui qui a le plus grand nombre de points est le vainqueur du ballon d'or, tout simplement. Donc, c'est principalement ça le mode de vote aujourd'hui ou le mode de désignation du ballon d'or aujourd'hui. Maintenant, si au final, dans les points, il y a par exemple deux joueurs qui ont le même nombre de points, deux premiers ou trois premiers qui ont le même nombre de points, ce qui va faire la différence, c'est simplement, c'est la personne qui aura été nommé le plus de fois premier par les 100 journalistes qui sera sacré ballon d'or tout simplement. Donc ça c'est le principal ou ça c'est le mode de désignation actuel du ballon d'or. Sauf que pour moi, et un autre élément à prendre en considération, et là je vais lire pour que vous puissiez, pour ne pas dénaturer cela, c'est qu'il y a trois principaux critères que le jury de France Football demande à ces journalistes-là de prendre en considération. Parmi les trois critères, le premier, c'est ce qu'ils appellent les performances individuelles, ou ce qu'ils traduisent en disant le caractère de ce qui est décisif et de ce qui impressionne. Ça, c'est le premier critère qu'on leur demande de prendre en compte. Le deuxième critère, c'est ce qu'ils appellent le succès collectif ou les trophées remportés, tout simplement. Donc ça, c'est dans ce que je lis exactement dans l'autre. Ça, c'est le deuxième critère qu'on prend en compte. Et le troisième critère, c'est la classe, c'est le style et le fair play du joueur en question. Donc ça sont les trois critères qui sont pris en considération dans l'ordre de priorité, du moins que le jury de France Football demande aux 100 journalistes en question de pouvoir prendre en considération lorsqu'ils font leurs différents classements. Ça, c'est ce qu'il faut savoir du mode de désignation aujourd'hui du Ballon d'Or. Et pour, par exemple, le ballon d'or féminin, au lieu de 100 pays, c'est plutôt 50. C'est plutôt les 50 pays les mieux classés au classement FIFA, tout simplement. Donc ça, c'est pour ce qui est du mode de désignation du ballon d'or actuellement. Et j'ai essayé de prendre les dernières informations à jour, et notamment un article qui a été publié tout récemment, je crois il y a peut-être 3 ou 4 jours, par le média, comment j'oublie le nom. En tout cas, par un média, par le média de l'équipe, effectivement, par le média l'équipe, pour vous donner exactement la source, un article qui a été publié très récemment, et donc pour me rassurer que les critères que je connais sont effectivement ceux qui sont appliqués aujourd'hui. Donc ça sont les principaux critères d'attribution du ballon d'or aujourd'hui. Sauf que moi, quand j'analyse ces critères, j'ai déjà plusieurs problèmes avec. Le premier problème, bon, je ne vais pas commencer par le jury, je vais aller avant de revenir peut-être sur le jury pour finir. Le premier problème pour moi sont les 100 journalistes sportifs qui votent. Pourquoi j'ai un problème avec les 100 journalistes en question, qui sont, comme je l'ai dit précédemment, soit des rédacteurs en chef dans des presses de sport, ou alors généralement des journalistes sportifs et plus précisément des journalistes sportifs de football, si je peux préciser ça comme ça. C'est le fait que généralement, il n'y a pas un critère ou un indice particulier qui nous permet de se rassurer que ces journalistes-là regardent les matchs. Il n'y a aucun critère qu'on peut se dire à la fin de la journée, celui qui vote dans tel pays-là, au cours de la saison, il prend réellement le temps de regarder les championnats, de regarder par exemple, disons même pas tous les championnats parce que c'est impossible de le faire, mais de regarder quand même les principaux championnats, c'est-à-dire chaque week-end comme ça, il s'assoit, il regarde les principaux matchs de Premier League, il regarde les matchs clés là, de Ligue 1, il regarde les matchs clés en Liga, il regarde les matchs clés en Série A, ainsi de suite. On n'a pas, je vais dire,
aucun critère qui permette au jury de se rassurer que celui qui vote là regarde réellement les matchs. Ce qui fait qu'au moment de voter, puisque je suis certain que la plupart d'entre eux ne regardent pas les matchs, on va se retrouver avec des jurys qui ne votent qu'en réalité que la propagande. Ça veut dire qu'il va essayer un peu d'aller, à force d'écouter les médias, en fonction des médias qu'il écoute, en fonction de l'équipe qui sait davantage faire la propagande et les équipes qui savent mieux faire la propagande, dont on les connaît, c'est le FC Barcelone qui ont une grande communauté à travers le monde, c'est le Real de Madrid, c'est le PSG aujourd'hui, c'est des équipes comme Manchester City, en tout cas des équipes qui ont des fans à travers le monde, qui ont des communautés qui parlent pour ces équipes-là en ligne. Et donc, pour quelqu'un qui ne regarde pas les matchs, il aura tendance à ne suivre que cette propagande-là. Ou alors à regarder peut-être 2 ou 3 matchs clés au cours de la saison, regarder quelques peut-être gros chocs là en Champions League, et celui qui aura, par exemple, fait la différence lors du match en question, pour lui, c'est ce qu'il va regarder. Ou alors peut-être essayer d'aller regarder les statistiques, qui a marqué le plus de buts, qui a fait le plus de passes décisives, parce qu'on n'a aucun critère pour être sûr qu'au cours de la saison, ce jury-là regarde les matchs. Ce qui fait pour moi, c'est déjà le premier problème du modèle d'attribution ou le modèle de sélection du ballon d'or. On devrait pouvoir se rassurer que ce jury-là regarde les matchs. Ça veut dire quoi? Il faudrait mettre en place des mécanismes, je ne sais pas quels peuvent être lesquels, mais que par exemple, quoi, à la fin de chaque mois, ils puissent faire, les journalistes qui votent, chacun de puisse faire un rapport, par exemple, à la fin de chaque mois, du nombre de matchs qu'il a regardé, des rencontres qu'il a regardées, pour lui, les rencontres en question, s'il devait juste s'appuyer sur ces rencontres-là pour désigner un ballon d'or, lequel ce serait, ainsi de suite. En tout cas, on devrait pouvoir, à mon avis, avoir un élément qui permet de se rassurer que celui qui vote pour le ballon d'or prend le temps de regarder un nombre minimum de matchs par saison pour pouvoir être en mesure de faire un choix qui soit objectif et qui s'appuie sur des faits réels. Parce que je suis certain aujourd'hui, il y a des créateurs de contenu dans le domaine du football, pour ne pas les citer. Il y a par exemple, je vais citer par exemple Stan, des Outsiders, je vais citer qui d'autre? Je vais citer par exemple bon, c'est vrai que lui, il est plus dans les matchs peut-être du Barça et du Real. C'est pas quelqu'un qui suit réellement nécessairement ce qui se passe dans les autres championnats. Il y a quelqu'un comme Wilou, par exemple, pour ceux qui le connaissent, qui suit aussi beaucoup de matchs, en tout cas qui en parle beaucoup. Et pour en parler, il faut avoir regardé forcément. Il y a des joueurs comme qui, en tout, il y a des, je vais dire, il y a des profils comme ceux-là en ligne dont on est sûr qu'au cours de la saison, ils regardent un certain, je vais dire quoi, ils se tapent quoi, 300, 400, parfois 500 matchs par saison. Et donc, à mon avis, c'est un peu plus légitime à voter pour le ballon d'or que certains des journalistes qui sont dans certains fins fonds des pays qui ne s'intéressent même pas nécessairement aux plus grands championnats dans le monde. Donc, moi, j'estime que ça, c'est un principal critère qu'il faudrait prendre en considération. Au fil des années, intégrer des profils comme ceux-là, dont on est sûr qu'au cours de la saison, ils ont un certain nombre de matchs qu'ils regardent. J'ai cité Stan des Outsiders, par exemple, je peux citer Willou que je suis, mais il y en a plein d'autres dont je ne connais pas nécessairement le nom, mais ça, c'est 2 exemples comme ça que je peux donner pour pouvoir illustrer qui, au fil de la saison, regarde un certain nombre de matchs dans les championnats Premier League, Série A, Ligue 1, Champions League, ainsi de suite, et donc sont plus légitimes en réalité à pouvoir désigner un ballon d'or à la fin d'une saison tout simplement. Ou à défaut, comme je l'ai dit, de se rassurer que le jury qui vote, peut-être à la fin de chaque mois, fait un rapport sur le nombre de matchs qu'ils ont regardés pour que à la fin de la saison, avant de pouvoir voter, on soit sûr qu'ils ont quand même une vue d'ensemble de ce qui s'est passé tout au long de la saison. Moi, ça, c'est la principale critique en ce qui concerne le jury que je ferais, pour les journalistes que je ferais. Le deuxième critère qui, pour moi, aussi pose un peu problème, c'est celui que le jury de France Football appelle les performances individuelles. Moi, j'ai un principal problème avec ce critère. Le problème, c'est lequel? C'est le fait que j'ai fait des études d'ingénierie et au quotidien, ce que je fais, c'est de vendre des produits et des services. Et s'il y a une chose que j'aime toujours dire qu'elle est fondamentale, c'est le fait que ce qu'on ne peut pas mesurer, c'est difficile de pouvoir évaluer et par conséquent, c'est difficile de pouvoir améliorer.
pour pouvoir améliorer quelque chose, il faut pouvoir mesurer cela. Et le problème avec le critère performance individuelle, c'est le fait que c'est un critère qui est mesurable jusqu'à un certain niveau. Parce que lorsqu'un journaliste qui vote voit un critère comme celui-là, qu'est-ce qu'il va regarder lui en premier? Ce qu'il va par exemple regarder, c'est simplement, OK, performance individuelle, qui a marqué le plus de buts cette saison. Et quand je dis le plus de buts, ça veut dire qu'il y aura par exemple quelqu'un comme Victor Goerres qui a marqué combien de buts la saison passée dans la Ligue portugaise. Je connais même plus le nombre de buts, mais il en a marqué assez. Donc, lui va regarder ce type de statistiques-là, quels sont les attaquants qui ont le plus marqué au cours de la saison, quels sont les joueurs qui ont fait le plus de passes décisives. Lui ne va regarder que ces critères-là. Alors que pour moi, il y a par exemple un joueur comme Victor Gueres qui, bien qu'ayant marqué le nombre de buts le plus important la saison dernière, parce qu'il était à un pas même défini Pichichi, sauf que Kylian Mbappé, par exemple, était dans un championnat qui est beaucoup plus coté, qui a un indice qui est plus important. C'est ça qui fait qu'il ne remporte pas le trophée je vais dire quoi, des meilleurs buteurs en Europe. Pour moi, un joueur comme celui-là, très sincèrement, ne méritait même pas d'être dans le classement des 30, bien qu'ayant marqué ce nombre de buts-là. Parce qu'étant dans une ligue qui n'est pas aussi compétitive que ça, de un, étant dans une équipe qui n'a pas fait, je vais dire quoi, en Europe, n'a pas fait des prestations extraordinaires. Donc pour moi, un joueur comme celui-là, personnellement, je l'aurais sorti pour mettre un Gravenberg dans le top 30 du Ballon d'Or et ainsi de suite. Donc, pour dire que ce critère de performance individuelle là, il faudrait pouvoir l'évaluer. Ça veut dire par ligne, il faut donner des critères d'évaluation parce qu'on ne peut pas évaluer un milieu de terrain comme on évalue un attaquant. Un milieu de terrain, par exemple des joueurs comme Pedri. Pour moi, un joueur comme Pedri, pour la saison passée qu'il a fait, c'est un scandale pour moi de le voir finir à la 11e place. Parce que quand tu regardes les matchs du Barça, je vais dire le joueur clé du système de jeu du FC Barcelone aujourd'hui, pour moi, c'est Pedri. Ce n'est même pas Rafinha, ce n'est même pas Lamine Yamal. Pour moi, c'est Pedri. Avec le jeu qui est pratiqué aujourd'hui par le FC Barcelone, c'est Pedri, par sa capacité à battre tous les pressings. Ça veut dire, si vous venez, si l'équipe d'en face décide de faire le pressing, chaque fois que le ballon passe par Pedri, autant pour moi, c'est difficile pour l'équipe d'en face de pouvoir anticiper le pressing parce qu'il sait toujours où il va se positionner, il sait toujours comment il va se déplacer pour pouvoir ressortir le ballon. C'est un joueur qui sait casser des lignes avec le ballon, c'est un joueur qui sait porter le ballon et donc on ne pourrait pas évaluer un milieu de terrain avec les mêmes critères qu'on évalue un attaquant par exemple. Donc pour moi, ces critères performance individuelle devraient pouvoir avoir des indicateurs qui sont mesurables par poste. Ça veut dire quoi? Pour un attaquant, on peut se dire, ok, on regarde par exemple le nombre de buts, le nombre de passes décisives, le nombre de dribbles. Pour un milieu de terrain, c'est le nombre, par exemple, de pressing déjoués, c'est le nombre de passes vers l'avant fait par le joueur, c'est le nombre, par exemple, de lignes cassées fait par le joueur, du moins des critères spécifiques au milieu de terrain. Je veux dire quoi, c'est le nombre de passes vers l'avant fait. Du moins, pour le milieu de terrain, il y a des critères, il y a des éléments spécifiques. Un milieu de terrain qui sait se projeter comme Gravenberg, ce sont des milieux de terrain qui font la différence. Un milieu de terrain qui, par son contrôle, sait casser la ligne, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence dans un match. Donc, pour des milieux de terrain, avoir des critères spécifiques comme cela, pour les défenseurs, qu'est-ce qu'on regarderait? Par exemple, c'est le nombre de duels gagnés au cours de la saison, c'est le nombre de tacles réussis, c'est le nombre, par exemple, de passes vers l'avant. Parce qu'aujourd'hui, les défenseurs font partie intégrante du jeu. Ça veut dire qu'on ne joue plus comme les défenseurs d'avant qui se contentaient de prendre le ballon, de dégager. Non, aujourd'hui, la plupart des grandes équipes d'Europe ont besoin de défenseurs qui savent ressortir le ballon depuis la ligne de derrière pour que ça puisse permettre au jeu de progresser. Donc, c'est ces critères-là de pouvoir regarder. Pour le gardien, c'est voilà, le nombre en fonction des expected goals, des buts qu'il pouvait encaisser, c'est combien de fois il fait la différence. Bref, je trouve que par ligne, il devrait avoir des critères mesurables pour l'indice performance individuelle. Parce que juste dit comme ça, c'est un peu difficile d'évaluer. Pour les attaquants, on peut facilement regarder les buts et les passes décisives. Sauf que pour les milieux de terrain, performance individuelle, c'est quoi? On va pas regarder ce qu'on va regarder, est-ce qu'il fait les passes? Non, c'est pas ça. Il y a par exemple des critères comme par exemple, moi je trouve aujourd'hui que dans le football, par exemple, on devrait pouvoir intégrer ce qu'on appelle la pré-passe décisive.
Parce que parfois, c'est pas la passe décisive qui est la plus compliquée à faire, mais c'est le joueur qui fait, par exemple, cette transversale-là depuis le milieu des terrains, qui fait la différence. C'est ce joueur-là qui fait, par exemple, la passe entre les lignes, qui permet de, par exemple, à l'ailier de pouvoir juste centrer et que l'attaquant marque. Moi, je trouve que ce sont des stats qu'on devrait pouvoir progressivement, la pré-passe décisive, intégrer, par exemple, dans le football moderne d'aujourd'hui, tout simplement. Donc, pour me résumer, ce critère-là, je trouve qu'il n'est pas mesurable. Et parce qu'il n'est pas mesurable, c'est difficile de pouvoir l'évaluer et chacun va l'analyser tout simplement en fonction de ses émotions. Donc, ça, c'est la première chose. Le deuxième critère, hum, donc, du moins, ça, c'était le critère attribution individuelle. Et maintenant, l'un des derniers critères d'attribution, c'est ce qu'ils appellent le style, la classe et le fair play. Là aussi, c'est un critère. Je me demande comment ceux qui votent l'évaluent. Je suis même pas sûr qu'ils prennent réellement en considération ce trophée-là. Alors que je trouve qu'on pourrait l'évaluer de plusieurs manières. Ça veut dire, lorsqu'on dit, par exemple, le fair play, ok, c'est combien de fois, c'est quelle est la quantité de cartons jaunes que tu as pris au cours d'une saison. Par exemple, un joueur comme Petri, bien qu'étant au milieu du terrain, qui bat beaucoup, il ne prend pas beaucoup de cartons jaunes. Un joueur comme un profil comme Gravenberg, bien qu'il soit dans un rôle défensif, il soit en train de couper les lignes de passe à chaque fois, ce sont des joueurs qui ne commettent pas beaucoup de fautes par leur placement, par leur sens d'anticipation, par leur capacité à lire le jeu. Et donc, du moins, ça doit être des critères qui sont évaluables, auxquels on peut attribuer des indicateurs de performance qu'on peut évaluer au cours de la saison. Ce qui fait que lorsqu'on dit un milieu de terrain, on peut se dire milieu de terrain. Combien de fois il a cassé la ligne? Combien de fois il a eu des prises de balles vers l'avant? Combien de fois il a battu un pressing qui était intense? Et tout ça, avoir des critères réels d'évaluation qui permettent d'avoir une appréciation, je trouve, qui soit un peu plus juste et que le football ne soit pas juste une histoire de récompense de celui qui marque le plus. Parce que justement, à force même d'avoir les polémiques, cette année, ce que France Football a essayé de faire au cours de la cérémonie, ils ont diffusé une vidéo qui expliquait un peu les critères d'attribution du ballon d'or. Justement, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant et que ça montre qu'ils écoutent en fonction des polémiques qu'il y a, mais on doit aller un peu plus loin. Et l'une des personnes qui intervenait dans la vidéo a dit quelque chose qui pour moi m'a un peu choqué. Le fait qu'il disait que voilà, lorsque tu marques le nombre de buts de Victor Gueres, c'est inadmissible que tu ne sois pas classé parmi les 30. Moi, je dirais que non. Tu peux marquer ce nombre de buts-là en fonction du championnat dans lequel tu es, en fonction de ce à quoi tes buts auront servi et tout ça, en fonction des situations dont tes buts auront permis de débloquer. Tu peux ne pas être dans le classement des 30. Et je le dis pour moi, par exemple, si c'est juste, je vais dire quoi, c'est juste injuste de pouvoir avoir un joueur comme Victor Gueres dans le 30 et ne pas dans le top 30 et ne pas avoir un joueur du profil de Gravenberg dans le 30 en question, dans le top 30 en question. Donc, globalement, c'est qu'il faudrait avoir des indicateurs clés de performance et pas juste dire performance individuelle sans avoir des éléments d'évaluation, pas juste dire fair play sans avoir des éléments d'évaluation et ainsi de suite. Ça, c'est pour moi les principaux critères qui doivent aujourd'hui être plus ou moins améliorés dans le modèle d'attribution ou dans les critères d'attribution du ballon d'or et ça faciliterait, du moins ça rendrait ce trophée-là un peu plus prestigieux et beaucoup plus unanime à la fin de la saison lorsqu'on l'attribue parce qu'on pourrait avoir des chiffres clés qu'on évalue et qui permettent de se dire celui-ci il le mérite réellement par rapport à un autre. Les critères, comme je l'ai dit, trophée collectif et tout ça, là c'est facile d'évaluer parce qu'à la fin de la saison on peut se dire tu as gagné tel trophée, on peut compter facilement le nombre de trophées que tu as gagné tout simplement et parmi ces trophées-là, quels sont réellement les trophées majeurs tout simplement. Donc moi je pense que ça, ce sont les choses qu'il faut améliorer aujourd'hui pour pouvoir atténuer davantage la propagande. Parce que la propagande aujourd'hui est en train de prendre une place un peu trop importante dans l'attribution de ce trophée-là. Et je trouve que au fil des années, certes, ils essayent de corriger, mais ça peut devenir beaucoup plus injuste que cela. Parce que les cas où ce soit un milieu de terrain, un peu comme Rodri qui l'a pris l'année passée, ou un défenseur qui le prend. La dernière fois qu'un défenseur l'a pris, c'était quand? C'était peut-être 2006 avec Cannavaro, si je ne me trompe pas. C'est qui
ou même les dernières fois où un défenseur a été très bien classé, c'est-à-dire quand tu prends le top 5, il y a un défenseur dedans. Ce ne sont pas les choses qui sont arrivées assez régulièrement. C'est-à-dire quand je vois par exemple un joueur comme Pacho du PSG, tu vois la saison monstrueuse qu'il a fait l'année passée. Quand tu regardes le nombre de duels que Pacho gagnait dans un match, dans la course finale à la Ligue des Champions, quand tu regardes le nombre de duels qu'il gagnait, tu regardais ses sorties de balles, tu regardais ses anticipations dans la profondeur. Quand tu regardes un joueur comme Pacho, je ne sais même pas s'il a été classé dans le top 30. Non, je ne pense même pas. Pacho n'a pas été dans le top 30. Quand tu regardes un joueur comme celui-là, et te dit qu'il n'a pas été dans le top 30, je pense que pour moi, c'est une grosse injustice, effectivement. Je pense pas que Pacho était dans le top 30. Non, pas du tout. Il n'a pas été dans le top 30. Pour moi, non, c'est une très, très grosse injustice réellement. Quand tu vois, et malheureusement, c'est, comme je l'ai dit, une histoire de propagande. Ça veut dire, quand tu vois, par exemple, un Michael Olise a fait la saison dernière, il est classé, quoi, par exemple, 30e. 30e. Vinicius Junior est quoi? 16e, loin devant Michael Olise, avec la saison que Michael Olise fait au Bayern de Munich. Tu te dis, il y a beaucoup de choses à refaire, il y a beaucoup de choses à améliorer. Certes, comme je l'ai dit, il y a des améliorations au fil des ans, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ces critères que j'ai donnés dans cette vidéo, je crois, pourront permettre à rendre ce trophée-là davantage plus juste et beaucoup plus compétitif. Donc, si vous avez peut-être d'autres observations, n'hésitez pas de les mentionner en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et on se donne rendez-vous certainement dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Peace.